Bien sûr, je suis d'accord. Bonjour. Bonjour Madame la députée, je suis vraiment confus et désolé de C'est pas cette grave. seconde interview. Voilà, mais c'est très C'est très pas gentil de grave. votre part de Avec plaisir. nous accorder encore un peu de votre temps précieux. Avec plaisir. Je vous laisse entre de bonnes mains. Bonne interview. Absolument, merci. Bonjour, nous sommes Liliane et Mariam du Club Presse du lycée français du Koweït. Donc, Madame Amelia Lakrafi, vous êtes députée des Français de l'étranger du Koweït et plus précisément du Koweït et de la péninsule arabe. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Absolument. Donc, je m'appelle Amélia Lacrafi. Je suis députée des Français résidant hors de France. C'est comme ça qu'on les appelle. Et on appelle ça la 10e circonscription des Français résidant hors de France. Je suis à ma deuxième élection. Donc, c'est mon deuxième mandat en juin 2022. Et le premier mandat a commencé en juin 2017. Donc, je suis élue dans une circonscription de 49 pays, dont le Koweït. Et dans ces 49 pays, nous avons 150 000 Français enregistrés dans les consulats et 300 000 Français estimés par l'INSEE. Ok. Et d'où vient votre passion pour la politique et surtout la diplomatie? Alors, je dis souvent, quand je vais dans les écoles, que la politique est un engagement. Et donc, tout engagement, c'est de la politique. Moi, j'étais très engagée. Alors déjà, pour vous dire, dès l'école. Dès l'école, moi, j'ai toujours été déléguée de classe. Donc, je ne sais pas si une de vous deux est déléguée de classe. Oui, non. Donc, depuis vraiment les premières années du collège où on pouvait être déléguée de classe, j'ai candidaté, j'ai été élue. Donc, j'ai été toute ma vie déléguée de classe. Et en fait, un délégué de classe, il va s'occuper de sa classe, remonter ce qui ne va pas au professeur principal et expliquer aux élèves peut-être ce que le professeur principal lui dit de diffuser. Et en fait, finalement, député, c'est la même chose, sauf que ma classe, bah, c'est 49 pays et que je ne remonte pas au proviseur ou à mon professeur principal, mais je remonte au ministre, au président de la République. Et c'est vrai que souvent, quand je m'adresse à des petites classes, je le présente comme ça. Donc, j'ai toujours été très investie donc, comme déléguée de classe pour défendre mes collègues, défendre mes camarades de classe. Et très rapidement, dès les années 2000, j'ai créé des associations, notamment en Afrique, où j'accompagnais au Sénégal des jeunes pour créer leur entreprise. En Côte d'Ivoire, on a fait des tournées, des caravanes médicales dans les villages. Et au Maroc, on faisait des opérations back to school. Donc, on collectait des cahiers, des stylos, etc. pour les villages dans les montagnes, dans la montagne de l'Atlas. Donc, j'ai toujours été très engagée. Et en fait, l'engagement associatif et l'engagement politique, il est assez proche. On travaille pour une cause et on essaie de convaincre les autres à sa cause. Donc, on est venu me chercher, en fait, en début 2017, donc 6 mois avant l'élection présidentielle, pour me dire que le candidat Emmanuel Macron, à l'époque, il était candidat en janvier 2017, que le candidat Emmanuel Macron avait beaucoup aimé mon profil parce que je passais de temps en temps à la télé pour défendre les petites entreprises contre la politique à l'époque du président Hollande. Et donc, en tant que chef d'entreprise, j'avais une société de cybersécurité, petite entreprise avec 5 salariés au début. Donc, c'est pour ça que je défendais les petites et moyennes entreprises. Et j'ai aussi été, il a aimé mon profil aussi parce que j'étais commandant de réserve à la réserve cyberdéfense et du coup très investie sur tous ces sujets-là aussi. Donc, quand il m'a vu défendre aussi ardemment ces entreprises et quand il a vu mon CV, il a trouvé que mon profil était peut-être intéressant pour cette circonscription-là. Et j'ai accepté tout de suite en me disant que mon engagement associatif allait prendre un tournant et que je serais peut-être plus audible, on m'entendra plus et voilà, je pourrais peut-être faire plus de choses concrètes en tant que parlementaire, ce qui est le cas. Donc j'ai accepté tout de suite et je ne le regrette pas du tout. Et donc, comment êtes-vous devenue députée?
Alors, pour être député, comme pour être délégué de classe, on candidate. Quand on a candidaté et que la candidature a été retenue, on fait ce qu'on appelle une campagne. Donc, moi, la campagne électorale, elle est un peu plus chère, forcément, donc, parce que j'ai quelques avions à prendre et j'organise les déplacements pour faire des réunions publiques. En fait, la chance qu'on a à l'étranger, c'est que, comparé aux candidats en métropole, c'est qu'on a les emails des Français. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir une base de données avec 100 000 emails, 90 000 ou 100 000. Du coup, j'ai pu écrire à tous les Français qui votent pour me présenter d'abord, pour dire que j'étais la candidate du président, enfin du candidat et ensuite du président Emmanuel Macron, et, et d'annoncer en fait mes visites dans les pays et annoncer les réunions publiques. Et du coup, les Français qui recevaient mon mail pouvaient s'enregistrer par réponse de mail aux réunions publiques. Donc les gens m'ont connu d'abord grâce aux emails, et ensuite dans les réunions publiques, j'ai présenté qui j'étais et mon programme, bien sûr avec le programme du président Macron. Et ensuite, j'ai eu le plaisir d'aller beaucoup dans les lycées français, rencontrer les élèves, leurs parents, échanger avec eux sur leurs besoins, leurs problèmes, leurs questions, les enseignants de tous les lycées français de tous les pays que j'ai fait, les entreprises aussi. Dans tous les pays, sachez qu'ils sont organisés en association. On a des clubs d'affaires, on a les CCI, donc chambres de commerce à l'étranger. On a beaucoup d'associations comme l'UFE, la DFE, donc l'Association des Français étrangers et l'Union des Français étrangers. On a des bienfaisances, donc l'association de bienfaisance, c'est les Français qui aident les Français en difficulté. On a les accueils, donc il y a Dubaï accueil, Koweït accueil, Marrakech accueil, Washington accueil. Et c'est vrai que la chance qu'on a, c'est quand on touche ces associations-là, en fait, on touche beaucoup de Français. Et j'ai fait ma campagne en les sollicitant eux et en les contactant eux, en plus des emails, en plus des réunions publiques. Et voilà. Et pourquoi vous êtes spécialisé dans la politique des Français étrangers plus spécifiquement? Parce que j'ai vécu beaucoup en Afrique de l'Ouest, beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, et mes clients de mes entreprises étaient essentiellement en Afrique, et pour mes associations et pour voilà, tout ce qui était ma vie associative, c'était aussi beaucoup en Afrique. Et après, moi, je donnais aussi des cours où j'intervenais pas mal dans des gros forums, dans des congrès, pour parler de cybersécurité, cybercriminalité. Et là, j'étais beaucoup invitée dès 2016 en Arabie Saoudite, en 2014 en Afrique du Sud, et j'intervenais sur des gros salons sur les sujets cybercriminalité. Et c'est vrai que je ne me voyais pas être en France et rester en France, et je ne connaissais pas tellement les sujets franco-français. J'ai depuis 2001, donc depuis 22 ans maintenant, un prisme très international et je voulais le garder. Donc, avez-vous rencontré des difficultés qui auraient pu vous empêcher de vous présenter comme candidate? Des difficultés pour me présenter, non. Des concurrents, oui. Il y avait 16 candidats pour la première élection et un peu plus pour la deuxième. Donc, beaucoup de concurrents. Donc, il faut essayer de se défendre en présentant ses idées et pas en critiquant les autres, parce que je trouve que c'est contre-productif. Donc, vraiment se démarquer des autres candidats. Mais pas de difficulté particulière, sauf peut-être une, c'était de pouvoir avoir les moyens, parce qu'une campagne sur cette circonscription-là, voilà, il faut avoir au moins 30 000 euros, si ce n'est pas 40 000 euros. Donc, s'il y a un frein unique, c'est le frein financier qui peut être levé assez facilement si on peut avoir un peu de ce côté, ou si nos amis peuvent nous prêter de l'argent, ou si on peut faire des emprunts auprès des banques. Sachant que chaque parti politique fait normalement des partenariats, des conventions avec des banques pour que les banques vous prêtent en temps et en heure. Mais sinon, non, il n'y a pas de difficulté. Quand on parle des députés, on nous appelle la représentation nationale, et les députés représentent la population, on représente le peuple. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une vraie séparation des pouvoirs. Donc, on a l'exécutif, le président et le gouvernement, donc tous les ministres, et on a le législatif, donc on nous appelle aussi les législateurs, qui votons les lois. Et faisons ce qu'on appelle le contrôle de l'action du gouvernement, et on vote le budget de l'État. Et c'est vrai qu'on est très, très, très libre et très indépendant, et on représente les Français. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des députés qui étaient avant femmes de ménage, vous avez des députés qui étaient profs, vous avez des députés qui étaient, je ne sais pas, avocats, médecins, employés de bureau, ingénieurs, architectes, sans emploi.
On a des députés qui n'avaient pas d'emploi. On a aussi 2 ou 3 députés qui étaient étudiants. Nos plus jeunes députés avaient 22 ans en 2022. Donc, c'est intéressant de voir que sur les 577 députés, on a de tout. Et je trouve que c'est vraiment bien. Parce que quand on dit qu'on est la représentation nationale et qu'on représente le peuple, donc c'est bien d'avoir des profils aussi variés que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas mentionné des difficultés, mais des concurrents. Et est-ce que cela vous a fait douter de vous-même? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Déjà, en fait, moi, j'étais dans un monde très masculin. Quand on est chef d'entreprise, dans une entreprise de cybersécurité, tous mes concurrents et tous mes partenaires étaient déjà des hommes. Et on peut se dire qu'une femme évoluer dans un environnement d'hommes, ça peut être difficile. Mais ce qui était intéressant, c'est que je me suis toujours sentie la bienvenue. Et c'est pour ça que j'aime bien intervenir dans les écoles pour dire notamment aux filles qui ne vont pas dans les métiers, notamment informatiques, de la tech ou de la cyber, leur dire, mais en fait, il faut y aller parce qu'on est les bienvenus et c'est dommage d'être si peu nombreuses dans tous les métiers de la tech. Et donc, c'est vrai que dans toutes les plates, comment dire, dans tous les événements où j'intervenais comme speaker, j'étais la seule femme et les autres hommes m'ont jamais dit que j'étais pas à ma place, que j'avais rien à faire ici. Ils m'ont toujours dit, ah, mais c'est super, enfin, enfin une femme, enfin une femme. Et en fait, c'est vrai que ça donne confiance parce que il est arrivé que dans certains rendez-vous, les gens en face, comment dire, peut-être doutent sur vos compétences parce que vous êtes une femme, mais peut-être jeune et ils se disent peut-être elle ne connaît rien celle-là. Et dès que, comme vous êtes diplômé, expérimenté, dès que vous parlez, ils voient la compétence. Et du coup, dès qu'ils voient la compétence, ils vous respectent. Et comme j'ai évolué dans un monde où les gens ont vu ma compétence et m'ont beaucoup respecté, ça donne beaucoup de confiance en soi. Donc, mes concurrents ne m'ont pas inquiété parce que je sais qu'on avait tous notre place. On est tous différents. Je ne suis pas mieux qu'eux, ils ne sont pas mieux que moi. J'avais mes idées, ils avaient leurs idées. Et après, moi, j'avais une chance quand même par rapport à mes concurrents, c'est que j'étais la candidate du président de la République. C'est vrai que pour l'élection législative, les gens suivent beaucoup, pas tout le temps forcément, mais parce que sinon il y aurait 500 députés Renaissance, donc c'est pas toujours vrai, mais c'est quand même un tout petit peu plus facile quand on est la députée du président en exercice. Et après sur le deuxième mandat, donc la deuxième campagne il y a 1 an, bah, c'était peut-être plus facile parce que j'avais un bilan. Donc, j'ai pu expliquer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et les gens que j'ai aidés, que j'ai accompagnés, à qui j'ai répondu, on répond, je dois avoir entre 100 et 300 mails par jour. On en traite 99%. Et c'est vrai que c'est très rare. Et les gens apprécient. Et c'est toujours agréable d'avoir des gens qui vous répondent par mail pour vous dire merci. Je ne pensais pas que vous répondiez aux mails. Je ne pensais pas que vous voyiez les mails. Et je ne pensais pas que vous alliez m'aider. Donc, c'est gratifiant. Et donc, ça fait qu'on a un bilan à défendre. Et c'est plus facile parce que les gens ont vu que vous avez déjà été sur ce poste et que vous connaissez, que vous avez déjà travaillé et eu des résultats. Donc, puisqu'il y avait beaucoup de concurrents, comment avez-vous pu convaincre les gens de voter pour vous? Ben justement, avec mon bilan, parce que j'avais un bilan, j'ai pu montrer tout ce que j'ai fait, tous les sujets sur lesquels je me suis investie. Et beaucoup de gens qu'on a aidés pendant ces 5 années ont aussi travaillé en ma faveur, ont aussi partagé leur expérience en disant elle m'a répondu, elle m'a aidé, j'avais un enfant malade, j'avais tel sujet, j'avais un problème avec le visa pour mon mari ou pour mon voisin, ou j'avais un problème avec les impôts de nos résidents, ou j'avais un problème avec, je ne sais pas moi, la sécurité. Et ou l'accès à l'ambassade, ou l'accès au consulat pour faire mon passeport. Et comme c'est vrai qu'on répond à tout le monde, on n'arrive pas à tout, comment dire, à régler tous les problèmes. Mais on répond à tout le monde et on explique. Quand on a réussi, tant mieux, mais quand on n'a pas réussi, on explique pourquoi, mais au moins on prouve qu'on a fait quelque chose. Et c'est vrai que beaucoup de Français me disent merci au moins d'avoir essayé ou merci d'avoir répondu. Et du coup, ces gens-là parlent et ont pu témoigner en ma faveur. Et du coup, j'ai eu beaucoup de gens qui ont témoigné en disant oui, elle nous a aidés là, elle a fait ci, ça pour nous, elle nous a accompagnés pour ça. J'ai accompagné des femmes entrepreneurs à Brazzaville, j'ai accompagné des jeunes sur des projets à Madagascar, j'ai accompagné en plus de tous les sujets, comment dire, locaux.
consulats, ambassades, etc., écoles, et aussi après sur les textes de loi et sur le budget. On leur a expliqué qu'on a réussi à augmenter le budget de telle aide pour les Français de l'étranger, pour les associations, qu'on a augmenté le budget du ministère des Affaires étrangères pour avoir plus d'agents dans les consulats. Et en fait, quand on a un bilan, ben c'est quand même, je trouve, un peu plus facile. Hein. Et puis, les gens vous connaissent. Ça fait 5 ans que j'envoie un mail tous les mois aux Français parce que je fais une lettre d'information pour expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc, ça donne quand même un bonus, en tout cas pour la réélection. Et donc, on sait que vous avez commencé par la cybersécurité. Vous avez créé votre première société en 2009. Et donc, nous voulons savoir comment et pourquoi. Alors, moi, j'ai commencé par une entreprise d'abord qui s'occupait de financement de l'innovation par des fonds publics et de dépôt de brevets. Donc, j'accompagnais les jeunes entreprises à financer l'innovation de leurs projets innovants et à breveter leurs idées, à breveter leurs innovations. Et en fait, à partir de là, parce que moi, j'ai fait des études d'expertise comptable, donc j'ai commencé contrôleur de gestion dans une grande banque française, et du contrôle de gestion, j'ai fini directeur financier. Après 7 ans, moi, j'ai toujours besoin d'apprendre et on dit que je suis hyperactive. Quand j'apprends plus, je m'ennuie. Donc, j'ai fini par démissionner. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai accompagné des gens pour leur placement financier. Donc, j'ai fait du conseil financier pour aider aussi les gens à défiscaliser leurs avoirs. Et après, je me suis renseignée sur les entreprises et c'est là que je me suis dit, pour les entreprises, c'est plus intéressant parce qu'elles peuvent effectivement aussi avoir des aides de l'État français pour faire de la recherche et de l'innovation. Et du coup, déposer leurs brevets. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dépose des brevets en France, et dans le monde entier, l'innovation doit être confidentielle. Donc, votre R&D, votre innovation doit être confidentielle. Et si elle est confidentielle, vous pouvez déposer un brevet, donc la protéger. Mais pour déposer le brevet, il faut que personne n'ait piqué l'idée et l'ait diffusée. Du coup, c'est là que je réfléchissais, OK, à comment on protège l'idée, l'innovation de chef d'entreprise. Et j'ai beaucoup commencé à réfléchir sur ce sujet-là, donc protéger l'idée, donc protéger les données, les sujets data. Et j'ai rencontré une personne au ministère de l'économie, je me souviens très bien, j'ai gagné un appel d'offres. Et là-bas, j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon associé sur la deuxième structure, donc la société de cybersécurité, que j'ai créée en 2014. Et ça, c'était une entreprise de cybersécurité. Et cette entreprise-là, du coup, elle conseillait et elle aidait les entreprises à protéger leurs innovations. Donc, on faisait ce qu'on appelle des audits. Vous savez ce que c'est qu'un audit? Un audit, c'est un contrôle des serveurs et des systèmes et du système d'information et du système informatique. Donc, c'est-à-dire qu'on allait dans les entreprises et on contrôlait leur système informatique pour leur dire attention, là, vous n'êtes pas bien protégé, là, vos mots de passe ne sont pas assez forts, là, vos antivirus ne sont pas assez puissants, etc., etc. Ou vos serveurs ne sont pas assez bien, ou il vous faut ajouter telle ou telle architecture à votre salle serveur pour bien protéger vos données. Et du coup, je me suis développée et j'ai inventé, avec mon associé, bien sûr, un logiciel qui reconnaît le rythme de frappe au clavier. Donc aujourd'hui, vous avez l'empreinte digitale et vous avez aussi le rythme de frappe au clavier. Il faut savoir que chaque être humain a un rythme de frappe qui lui est propre. Et donc, j'ai développé cette technologie-là. Et je me suis arrêtée en 2017 quand j'ai été élue. Et j'ai cédé mon entreprise à mes associés. Donc, nous avons appris qu'en 2022, durant les élections, il y avait un taux d'abstention d'environ 80%. Qu'avez-vous ressenti à ce sujet, sachant que les Français de l'étranger votent moins que les Français de la France? C'est vrai qu'on peut ressentir une petite déception en se disant c'est dommage parce que, et ce que j'explique souvent en réunion publique, je rentre de Beyrouth, j'étais à Dubaï et à Beyrouth la semaine dernière. J'explique souvent que, en fait, on n'est que 11 députés sur 577 à représenter les Français de l'étranger. Et sur ces 11 députés, on n'est que 5 hors Europe. C'est vrai que les députés des Français d'Europe ne rencontrent pas les mêmes problèmes que les Français hors Europe. Quand on est en Europe, il y a des taxes qu'on n'a pas, la CSG, CRDS,
euh, et on est beaucoup mieux protégé. Et hors Europe, c'est plus compliqué. Donc, en fait, on est 5 à représenter des problèmes différents. Donc, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique latine, Asie, et Maghreb et une partie de l'Afrique de l'Ouest. J'ai un collègue qui a la partie Turquie, Italie. Et en fait, avec ces collègues-là, on est du coup pas assez nombreux pour défendre les intérêts des 3 millions. En fait, l'INSEE estime à 3 500 000 les Français de l'étranger. Donc, 5 personnes sur 577, je sais pas, vous vous rendez compte, ça fait 1%. On est vraiment très, très peu nombreux. Donc, c'est difficile de défendre les intérêts des Français de l'étranger. Et pour que les intérêts des Français étrangers soient mieux écoutés par notamment le gouvernement, donc les ministres et le président, il faut que les Français s'engagent plus. Et c'est vrai que quand moi, ils viennent me voir, ils me disent oui, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Oui, mais en fait, il faut d'abord vous enregistrer parce que l'INSEE nous dit en France que seulement un Français sur 2 s'enregistre au consulat. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 500 000 Français étrangers, il n'y en a que 1,6 million qui sont enregistrés. Donc, les consulats et les ambassades, ils sont dotés en fonction du nombre de gens enregistrés. Au Koweït, je crois qu'il y a 900 personnes d'enregistrées au consulat. Mais il doit y en avoir près de 2000 qui y vivent. Bah, aujourd'hui, le consulat à Kuwait City, il est, fourni en salariés pour répondre à une demande de 900 personnes. Alors qu'il répond à une demande plus forte parce qu'en vrai, il y a 2 fois plus de gens. Et juste, ça, c'est le premier engagement, c'est de dire aux gens ce que j'essaie de leur dire et ce qui a du mal ils ont du mal à des fois à l'entendre. Enregistrez-vous parce que vous aurez plus d'agents et plus de fonctionnaires de l'État français dans les consulats et dans les ambassades. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on va demander à un ministre quelque chose, ben certains, je dis bien certains, regardent l'engagement citoyen des gens. Et ils sont plus enclins à répondre à une demande quand ils voient que les gens sont engagés et qu'ils votent. Et du coup, moi, j'explique aux gens, vous savez, il y a des hommes et des femmes, et surtout des femmes, qui sont mortes pour qu'on puisse voter. Et c'est un droit. Et pour moi, ce n'est pas qu'un droit, c'est un devoir de voter quand on sait à quel point ça a été difficile que les femmes aient le droit de vote en France et que quand on voit encore qu'en 2023, dans beaucoup de pays dans le monde, le droit des femmes en recule, ben ouais, ça me choque un peu. Ça, du coup, ça me déçoit un petit peu, c'est normal. Et là où je suis encore plus déçue, c'est que quand certains me demandent un coup de main pour des choses parce qu'ils n'arrivent pas à joindre le consulat, parce qu'ils ont un problème avec la retraite en France, etc., et qui me disent je vote pas, ben, je leur dis bah, pourquoi vous me sollicitez? Mais je les aide quand même, j'aide tout le monde. Donc j'aide ceux qui votent et ceux qui votent pas. Et ceux qui votent pour moi ou ceux qui votent pour mes concurrents. Parce qu'une fois qu'on est élu, on est élu de tous les Français. Donc j'aide tout le monde. Et c'est vrai que c'est décevant d'avoir quelqu'un qui me dit je vote pas parce que j'ai pas l'impression que ça serve ou que c'est utile ou que comme je suis loin de la France, ça m'intéresse pas les sujets français. Sauf que ben si, en fait, parce que dans le budget de l'État, il y a le budget du consulat et de l'ambassade. Quand il se passe quoi que ce soit, on a malheureusement dû évacuer nos Français à Khartoum à cause de la guerre au Soudan. Et si on ne s'investissait pas en politique et dans le budget de l'armée, ben on a de la chance d'avoir 4000 militaires à Djibouti. Et c'est nos militaires français de Djibouti qui ont évacué les Français, mais pas que les Français. Les Français et tous les Européens, et tous les Occidentaux même, qui étaient à Khartoum. Du coup, si on ne s'intéresse pas du tout, pour moi, c'est compliqué. Et pareil pour les lycées français. On vote un budget pour les lycées français étrangers, on vote le budget pour les consulats et les ambassades, on vote pour l'aide au développement, on vote pour l'armée, on vote. Et si les gens s'intéressaient un peu plus, ils s'en rendraient compte qu'il y a beaucoup de sujets que les députés votent à l'Assemblée qui les concernent directement. On donne des aides pour les familles qui ont des enfants et qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou pour les personnes retraitées à l'étranger, on peut verser des bourses, enfin des aides sociales. Et je me dis, on fait tout ça et on a quand même 80% des Français qui ne votent pas parce qu'ils se disent ça ne sert à rien, ou ils se disent que ça ne fera rien, que ça ne concerne que les Français de France, alors que pas du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en fait, peut-être que je ne sais pas comment faire, peut-être qu'il faut expliquer plus longtemps ou différemment. Du coup, vous, la jeunesse, si vous avez des idées, je prends. Donc oui, c'est un petit peu décevant parce qu'en fait, ça intéresse
tout le monde, même vous, et j'espère que quand vous serez majeur, vous voterez. C'est important pour faire avancer les choses. Et que même des fois, on se dit ça, c'est impossible. Et en fait, on arrive à débloquer si vraiment on insiste. Il y a des sujets sur lesquels je travaille depuis 5 ans. Et c'est que cette année que ça va se débloquer. Donc, il faut dire aux gens qu'il faut voter parce que si au moins 50% et pas 20% des Français étrangers votaient, et ben pour nous, les 5 députés des Français étrangers hors Europe, ce serait plus facile pour nous de les défendre. Donc, une question un peu plus personnelle. Comment pouvez-vous être à la fois mère de famille et députée? Alors, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une fille qui a 23 ans. Et quand j'ai été élue la première fois en 2007, Jasmine avait 17 ans. Et en fait, comme je voyageais déjà beaucoup avec ma société de cybersécurité, ma fille était dans un internat. Donc, je la voyais le week-end. Donc, on était déjà habitués à se parler la semaine ou on avait des petits SMS, mais à se voir le week-end. Donc, ça ne m'a pas tellement chamboulé ma vie. Mon compagnon est comme moi, il voyage beaucoup aussi. Et du coup, je suis très libre parce que ma fille est grande et qu'elle fait à manger, elle sait tout faire et qu'elle est autonome. Alors que c'est vrai que j'imagine, et ça doit être dur pour mes collègues qui ont des bébés ou des enfants en bas âge, parce qu'il faut savoir que quand on vote la loi, quand on est en séance, on commence à 9 h du matin et on finit à minuit. Et je pense que c'est difficile quand on a des enfants, donc il faut s'occuper de rentrer à minuit et demi, 1 h du matin et de partir à 8 h du matin le lendemain. Je pense que c'est très dur. Si on n'a pas un mari ou une femme, si c'est le mari qui est député, très investi pour la famille, je pense que c'est très difficile. Donc s'il y a bien une difficulté, si je reviens sur la question de tout à l'heure, ben, s'il y a une difficulté, c'est que si on est en couple avec des enfants, que le conjoint soit d'accord et vous soutienne pour être sûr qu'il s'occupe de la famille et des enfants. Donc, voilà. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de chance que ma fille est grande et autonome et indépendante. Donc, est-ce que vous envisagez de devenir sénatrice ou sénateur d'État, de nous investir encore plus en politique? Alors, il n'y a pas de sénateur d'État. Il y a des ministres d'État, il y a des secrétaires d'État, il n'y a pas de sénateur d'État. Alors, sénateur, non. En tout cas, aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être que je penserai différemment, mais clairement non, parce qu'un sénateur, c'est aussi un parlementaire. Sauf que le parlementaire de la Chambre haute, donc du Sénat, a un peu moins de pouvoir que nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vote une loi, on commence au Sénat ou à l'Assemblée, et après, la deuxième chambre doit voter la même chose. Donc, on modifie, on vote, et après, on a ce qu'on appelle la navette parlementaire. Donc, le texte de loi, une fois qu'il est voté dans une des deux chambres, il va dans la deuxième chambre pour être voté. Et la navette parlementaire se fait, donc on peut avoir 5 passages de la loi pour les deux chambres, mais si on tombe d'accord, tant mieux. Mais si on ne tombe pas d'accord, c'est les députés qui ont le dernier mot. En fait, ça veut dire qu'on a le dernier mot sur la loi et qu'en fait, la loi, elle se fait, c'est les députés qui font la loi. Si elle est totalement différente du Sénat, c'est notre version à nous qui est adoptée. Donc, quand on a plus de pouvoir qu'un sénateur, je pense qu'on n'a pas envie de devenir sénateur. Parce qu'on fait la même chose. On vote la loi, on vote le budget du gouvernement, on fait la loi, on fait le contrôle de l'action du gouvernement aussi. On fait la même chose. Mais les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Vous savez ce que c'est qu'un grand électeur? C'est quelqu'un qui est déjà élu. Donc moi, je suis grand électeur. Le maire d'une ville, il est grand électeur. Un conseiller municipal ou un conseiller départemental, il est élu lui aussi, donc il est grand électeur. Les gens qui sont élus sont des grands électeurs. Donc, les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle un mode de scrutin indirect. Ils ne sont pas élus par la population, ils sont élus par des gens qui sont déjà élus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont moins de poids politique, enfin, poids tout court sur la loi, parce que nous, on a ce qu'on appelle le scrutin universel direct, comme le président de la République, et les sénateurs, ils sont élus par les grands électeurs. Donc, ils sont élus par beaucoup moins de personnes, et ils ne représentent pas les Français, ils représentent en fait les territoires, ils représentent les élus. Donc, pourquoi être sénateur quand on est député? Et est-ce que je vais m'investir plus? Mais plus, je ne sais pas, parce qu'on peut difficilement faire plus, parce que je fais déjà beaucoup, je dors très peu et je suis beaucoup sur le terrain.
Plus non, différemment peut-être. Oui. Ok, une dernière question. Votre livre, Nouvelles d'Outre-France, vient de sortir. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur le livre et nous parler de votre expérience avec l'écriture? Alors, c'était passionnant. Ça faisait, en fait, ça faisait 4 ans, non, 3 ans que je voulais le faire. Et celui qui m'a donné l'idée de le faire, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Attali. Jacques Attali est un économiste très connu et c'est un monsieur à qui j'ai demandé d'être parrain d'une association que j'ai créée en 2020, au tout début du Covid, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Français de l'étranger qui avaient des problèmes financiers très durs. J'ai décidé de créer une association que j'ai appelée la Fédération des bienfaisances. Dans presque tous les pays du monde, on a une association qui s'appelle soit bienfaisance, soit entraide. Et en fait, ces entraides, comparées à toutes les autres associations, ne se parlent pas d'un pays à l'autre, ne se connaissent pas. Alors que tout est fédéré, c'est le seul réseau d'associations qui n'était pas fédéré. Donc, j'ai décidé de les fédérer. Et quand j'ai expliqué à Jacques Attali que mon projet et que je voulais qu'il soit parrain, parce que je me suis dit, si je veux que la presse s'intéresse, il faut que j'aille chercher des gens connus. Donc, je suis partie chercher Jacques Attali, qui a accepté d'être parrain, de parrainer cette association, cette fédération d'associations. Et quand je lui explique qu'à l'étranger, on a des Français pauvres, il était étonné. Et ce qui est fou, c'est qu'en France, on a l'image de l'expat français, que c'est le salarié de Total ou le salarié de CMA-CGM ou un salarié de Danone à l'autre bout du monde, riche, avec un chauffeur, etc. Et c'est l'image que tous les Français de France ont sur les Français étrangers. Alors que pas du tout. On a des gens qui sont partis créer leur entreprise, qui ne gagnent pas bien leur vie. On a des gens qui sont partis pour rejoindre leur famille. On a des gens qui sont partis d'abord pour découvrir et qui sont restés. On a des profs. On a des gens qui accompagnent leurs conjoints. Enfin, on a 1001 profils différents. Et finalement, je crois qu'on a moins de 5% pour ceux qui sont des salariés des grands groupes. Donc, en fait, les Français étrangers, ce n'est pas des expats riches qui n'ont besoin de rien. Et en fait, donc il était très étonné. Donc, je lui explique qu'on a même des Français, par exemple au Cameroun, qui sont morts parce qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas même pas les moyens d'acheter du Doliprane. Et ça m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que j'ai créé cette association de fédération des bienfaisances. Et du coup, il m'a dit, mais Amélia, il faut écrire un livre, il faut en parler, il faut que les gens en France sachent qu'est-ce qu'un Français qui part à l'étranger, pourquoi il part. Et du coup, j'ai décidé de le faire. Et ça a été long, j'ai mis 3 ans à le faire. Et j'ai essayé de... Du coup, c'est un livre qui s'adresse aux Français de France, enfin, aux citoyens en France, parce qu'on n'a pas que des Français en France, aux citoyens en France, pour qu'ils découvrent qui sont les Français étrangers, qui vous êtes. 60% sont des binationaux. Pourquoi on part? Des success stories. On a la chance d'avoir des chefs étoilés qui travaillent à Dubaï ou à New York. Et on a aussi, donc on a des très belles des sportifs de haut niveau partis au bout du monde avec des super histoires. Et on a aussi des histoires tristes de gens qui ont tout perdu parce qu'ils se sont fait escroquer dans un pays et d'autres. J'ai parlé aussi beaucoup des femmes victimes de violences conjugales. On oublie que, en fait, quand un homme ou une femme, mais c'est plus souvent un homme dans les statistiques, est violent avec sa femme, quand il part en expatriation, il reste violent. Il ne devient pas doux parce qu'il a quitté la France. Et cette population de femmes victimes de violences conjugales que personne ne regardait m'ont beaucoup touchée. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, à améliorer les choses pour elles. Et j'ai voulu en parler aussi dans ce livre de ces profils-là, des conseils à apporter, des associations qui peuvent les aider, et surtout faire connaître aux gens de France. Les lycées français, il y a plein de gens en France qui ne savent pas qu'on a des lycées français dans le monde entier. Les instituts français, les alliances françaises, les instituts Pasteur. Et du coup, vraiment, j'ai voulu montrer à quel point la France, elle rayonne dans le monde entier avec tous ces organismes-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous voulions vous remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation et c'était un plaisir de faire cette interview avec vous et nous espérons que vous passiez une bonne fin de journée. Merci beaucoup les filles, vraiment je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que c'était intéressant, j'espère que c'était instructif et j'ai hâte de revenir vous voir, surtout pour vous parler de paix avec ce qui se passe en ce moment. Je sais que beaucoup d'enfants sont très touchés de paix et de paix entre les religions, pour dire que je m'investis beaucoup et c'est pour ça que j'ai ce collier là
Et pour vous dire que la paix entre les religions, c'est important, il faut y croire, et que tous les religieux importants y croient, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et que quand je viendrai, on parlera de ce sujet-là. Bien sûr, merci. Merci, au revoir les filles. Au Au revoir. Mmh.